Ma fiancée a craqué. Elle a dit, je ne suis pas prête à m'engager avec quelqu'un comme toi. Je mérite mieux et j'ai besoin de garder mes options ouvertes pour quelqu'un de vraiment exceptionnel. J'ai répondu, je comprends. Ensuite, j'ai vendu la bague et utilisé notre fonds de mariage pour créer une entreprise avec mon meilleur ami. 2 ans plus tard, elle m'a envoyé frénétiquement des messages, j'ai fait une erreur, après avoir vu mon succès. Car cette histoire implique de vraies personnes et une entreprise qui fonctionne réellement. Ce qui s'est passé ce matin m'a fait comprendre que je devais sortir ces montagnes russes de mon système. Accrochez-vous Reddit, celle-ci est un marathon avec plus de rebondissements qu'une usine de bretzel. Moi, homme de 30 ans, je travaille comme coordinateur de projet pour une entreprise régionale de construction de taille moyenne appelée Henderson & Associates. Pas glamour, mais un salaire stable de 52 000 $, des avantages décents et des perspectives d'évolution. Je sortais avec Catherine depuis 5 belles années. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un barbecue du 4 juillet. J'avais 25 ans, elle en avait 23. Nous n'étions pas ce genre de couple Instagram à poster chaque repas et chaque coucher de soleil, mais le courant est passé tout de suite. Nous partagions nos mots de passe Netflix, nous alternions pour faire à dîner, et passions nos dimanches paresseux à planifier notre maison de rêve. Tu vois, une vraie relation. Catherine travaillait comme coordinatrice marketing pour une organisation à but non lucratif local. Rien de spectaculaire, mais elle était passionnée par son travail et nous nous complétions bien. Je gérais les aspects pratiques, les budgets, les plannings, les factures. Elle apportait de la créativité et de la spontanéité. Nous avions trouvé un rythme confortable. Je réservais les restaurants, elle me surprenait avec des escapades le week-end dans des petites villes au hasard. Nous étions fiancés depuis 8 mois quand tout a explosé. Le mariage était prévu pour le 15 juin, soit dans 4 mois. La mère de Catherine, Jacqueline, avait lentement mais sûrement transformé notre cérémonie simple au centre communautaire en une sorte de rêve délirant façon Martha Stewart. Chaque détail exigeait une précision militaire. Chaque prestataire devait être le meilleur du marché. Et d'une façon ou d'une autre, je suis devenu le coordinateur de mariage officieux tout en gardant mon travail à plein temps. Le lieu a changé 3 fois. D'abord, le centre communautaire n'était pas assez élégant. Ensuite, le country club faisait trop prétentieux. Finalement, nous avons opté pour un manoir historique coûtant 3 fois notre budget initial. Les fleurs sont passées de simples bouquets à des compositions élaborées dignes du mégala. Le photographe est passé d'un ami de Catherine, excellent pour 800 $, à un artiste primé qui facturait 3500 $. Mais bon, on ne fait ça qu'une fois, non? Les fameuses dernières paroles. Nous avions chacun versé 450 $ par mois sur un compte commun pendant presque 2 ans. Avec les généreuses contributions des 2 familles, nous avions accumulé près de 30 000 $. Mes parents avaient contribué à hauteur de 3 000 $. Les siens avaient donné 5 000 $. Et divers oncles et tantes avaient ajouté des sommes plus modestes. De mon côté, j'économisais agressivement pour un apport immobilier, car notre loyer d'appartement était tout bonnement meurtrier, 1 850 $ par mois pour un minuscule 2 pièces. J'avais environ 20 000 $ de côté pour ce rêve. Et puis, il y avait la bague de fiançailles, une pièce sur mesure qui a pulvérisé 12 000 $ de mes économies, bien au-delà de ce que mon salaire me permettait. Mais Catherine avait des idées très précises sur ce qu'elle voulait, un anneau en or blanc, une taille princesse, des critères spécifiques de clarté et de couleur. Elle m'avait montré des dizaines d'exemples sur Pinterest. J'ai fait des heures supplémentaires pendant 6 mois et emprunté 3 000 $ sur mon plan retraite pour la réaliser. Tout semblait parfaitement orchestré. Lieu réservé avec un acompte de 2 000 $ payé. Traiteur confirmé, dégustation de menus faite. Invitation conçue et envoyée à 150 invités. J'étais stressé par la logistique, toujours en train de vérifier mon tableau Excel des prestataires et des échéances. Mais bon, c'est normal pour la planification d'un mariage, non? Les signes d'alerte étaient là, mais je les ai complètement manqués. Catherine restait de plus en plus tard au travail. Elle rentrait fatiguée et distante, prétendant que son association traversait de grands changements qui demandaient toute son attention. Nos conversations devenaient superficielles, on parlait des prestataires et de la liste des invités au lieu de notre avenir. Quand j'essayais d'aborder la lune de miel ou nos projets à long terme, elle changeait de sujet. Puis vint ce mardi soir de mars qui changea tout. Nous étions affalés sur le canapé, en train de dévorer des restes de plats chinois à emporter du Golden Dragon, une émission de rénovation de maisons sans intérêt clignotant en arrière-plan. Property Brothers ou quelque chose du genre, tout se confond quand on mange par stress. Low mine.
Catherine avait été anormalement silencieuse toute la soirée, ce qui n'était pas nécessairement alarmant, car elle traversait souvent ses phases introspectives. Mais ce soir-là était différent, plus lourd, comme des nuages d'orage qui s'amoncellent avant une tornade. Elle n'avait presque pas touché à son poulet du général TSO, se contentant de le pousser dans le récipient tout en fixant la télévision sans vraiment la regarder. Je faisais des blagues sur les choix de décoration désastreux des propriétaires, essayant de la faire sourire. Rien. Elle était ailleurs, complètement. Elle coupa le son de la télévision en pleine phrase, alors que Drew expliquait quelque chose à propos de murs porteurs, et se tourna vers moi directement. Son expression me fit aussitôt l'effet d'un coup de poing dans le ventre. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle, à peine audible au-dessus du ronronnement de notre vieux climatiseur. Mon cerveau était encore en train de traiter la catastrophe de la salle de bain à l'écran. Ouais, ces carreaux métro avec cette vasque sont vraiment affreux. Qui combine du bleu marine avec du vert citron? Elle secoua lentement la tête, des larmes commençant à perler dans ses yeux. Non Chris, pas les carreaux, les États-Unis, le mariage, tout ça. Je ne suis pas prête pour ce niveau d'engagement. Les mots frappèrent comme un véritable coup de poing au plexus solaire. Je la fixai, car mon esprit tentait désespérément de comprendre ce qui venait de se passer. Pas prête pour un engagement. Nous étions ensemble depuis 5 ans. Nous devions nous marier dans 4 mois. Les faire-part étaient envoyés depuis 6 semaines. Sa cousine avait déjà réservé son vol depuis Seattle. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par pas prête? Parvins-je à demander en posant mes baguettes avec des mains soudainement tremblantes. Puis vint le discours, et mon Dieu, il était manifestement répété depuis des semaines, voire des mois. Elle devait se trouver elle-même. Elle se sentait piégée par le concept du mariage. Elle était terrifiée à l'idée de perdre son identité une fois que nous deviendrions mari et femme. Elle voulait voyager, explorer qui elle est en tant qu'individu, vivre sa vie avant de s'installer. Cette expression, s'installer, piqua particulièrement, car c'est manifestement ainsi qu'elle voyait le fait de m'épouser, comme une résignation, pas comme la construction d'une vie à deux, pas comme la prochaine étape de notre relation, mais littéralement comme se contenter de moins que ce qu'elle désirait vraiment. Elle évoqua la pression sociale et les attentes familiales qui l'avaient amenée à se demander si le mariage était ce qu'elle voulait vraiment, ou seulement ce qu'elle pensait devoir vouloir. Elle parla de la sensation de traverser la vie en somnambule et de devoir se réveiller pour découvrir son vrai moi. Je lui demandai s'il y avait quelqu'un d'autre. La question resta suspendue dans l'air un long moment, avant qu'elle n'affirme avec insistance que non, que tout cela concernait uniquement son voyage personnel et sa croissance individuelle. Tous les clichés de rupture, livrés avec une émotion apparemment sincère et des larmes coulant sur son visage. Voici quelque chose de fondamental dans ma personnalité, je ne crie pas, je ne crée pas de scènes dramatiques, je ne jette pas d'objets, je ne claque pas les portes. Mon père était du genre à hurler pour tout, du dîner brûlé aux embouteillages, et j'avais juré de ne jamais devenir comme lui. Quand quelque chose de massif me frappe, mon cerveau passe en mode analytique. Je me concentre sur les aspects pratiques plutôt que sur les émotions. Alors je la regarde simplement et je dis, d'accord. Je comprends. Les mots sortent calmes et mesurés, ce qui n'était clairement pas ce à quoi elle s'attendait. Ses pleurs s'interrompent net, et elle me fixe avec une expression de confusion. C'est tout? Tu ne vas pas te battre pour nous? Je crois que ma réaction calme l'a davantage choquée que si j'avais crié ou supplié. Elle s'attendait sûrement à ce que je la supplie, que je propose de tout repousser, de suivre une thérapie de couple ou de trouver un compromis, comme une période de fiançailles plus longue. Au lieu de cela, j'ai simplement accepté sa décision. Car le mariage toxique de mes parents m'a appris une leçon essentielle, on ne peut pas convaincre quelqu'un d'avoir envie d'être avec vous. Si ce n'est pas ce que tu veux, alors me battre pour ça serait égoïste. Je lui dis que je veux épouser quelqu'un qui a hâte de m'épouser, pas quelqu'un qui se sent piégé. Elle recommence à pleurer, mais différemment cette fois, comme si elle réalisait la finalité de ce qui venait de se passer. Les 3 semaines qui ont suivi furent absolument dévastatrices de façon que je n'avais pas anticipée. Annuler les prestataires devint un travail à plein temps que je devais gérer en plus de mon vrai travail à plein temps. Tenter de récupérer des acomptes, appeler des proches pour les désinviter, devoir expliquer à tout le monde pourquoi le mariage était soudainement annulé. La plupart des prestataires ont gardé leurs acomptes conformément au contrat signé des mois plus tôt. On a évidemment perdu environ $8 000 immédiatement, sans aucun espoir de remboursement. La famille de Catherine rendit les choses infiniment pires. Sa mère Jacqueline, en particulier, ne cessait de faire des remarques passives-agressives insinuant que je devais avoir mis la pression à Catherine ou ne pas avoir soutenu ses rêves d'épanouissement personnel, comme si, d'une certaine façon,
cette catastrophe était de ma faute, pour avoir cru que la personne avec qui j'étais depuis 5 ans voudrait réellement m'épouser. Jacqueline lança même cette rumeur selon laquelle j'étais contrôlant et que j'avais précipité Catherine dans un mariage pour lequel elle n'était pas prête. Les amis communs se rangèrent majoritairement du côté de Catherine, car sa version des faits était qu'elle avait besoin d'espace pour grandir en tant qu'individu, tandis que j'étais apparemment ce type possessif qui l'avait précipité dans des fiançailles et qui ne comprenait pas son besoin d'indépendance. Incroyable comme l'histoire se réécrit vite quand les gens veulent éviter d'admettre que parfois, les relations prennent simplement fin. Mes collègues se montrèrent compatissants, mais demandaient sans cesse si on allait peut-être se remettre ensemble, si ce n'était qu'un coup de panique passager. Devoir expliquer à répétition que non, elle ne voulait pas reporter le mariage, mais bien mettre fin à la relation entièrement, devint épuisant. Environ 2 semaines après la rupture, Catherine m'envoya un message pour savoir si on pouvait se voir afin de régler les aspects financiers. Il fallait diviser le compte commun et décider de ce qu'on faisait des acomptes perdus et des dépenses partagées. Nous nous sommes retrouvés dans un café branché du centre-ville appelé Grain, un territoire neutre que ni l'un ni l'autre ne fréquentait régulièrement. Catherine était méconnaissable. On aurait dit qu'elle avait fait son shopping dans une boutique bohème, vêtements en plâtre terreux, nouveaux bijoux avec des cristaux et des perles. Une esthétique complètement différente, comme si elle expérimentait une nouvelle personnalité. Elle commanda un latte compliqué au lait d'avoine avec plusieurs sirops. Moi, je pris un café noir, car je n'avais plus aucun appétit depuis des semaines et les boissons compliquées me semblaient inutiles. Le compte courant était simple, juste les dépenses quotidiennes comme les courses et les factures. Peut-être $3000 en tout. Nous l'avons partagé équitablement grâce à nos applications bancaires, transférant chacun 1500 $ sur nos comptes personnels. Puis elle sortit un petit carnet avec des calculs détaillés, écrits de sa main soignée. J'ai calculé que ma part du fonds de mariage revient à 14 500 $. Je vérifiai le solde du compte sur mon téléphone. Il nous restait 29 000 $ après toutes les annulations de prestataires et les acomptes perdus, donc oui, 14 500 chacun, cela avait du sens mathématiquement. Ça me semble juste, dis-je, et je lui transférai immédiatement sa moitié via l'application bancaire. Juste comme ça, la moitié de notre épargne mariage disparut de mon compte pour atterrir sur le sien. Puis vint le moment vraiment gênant. Elle fit glisser la bague de fiançailles sur la petite table entre nous. Elle capta la lumière de l'après-midi filtrant à travers la fenêtre du café, et pendant une seconde, je me revis la récupérer chez le bijoutier, me rappelant l'excitation de la demande, à quel point elle s'ajustait parfaitement à son doigt. « Tu devrais la récupérer, » dit-elle en évitant mon regard et en fixant son latte. « Elle est faite sur mesure, après tout. » Je mis la bague dans ma poche sans cérémonie. « Merci. » Et ce fut tout. Pas de discours dramatique, pas de dispute finale, pas de scène de film avec des déclarations passionnées. Juste 2 personnes en train de diviser les restes d'une relation comme on partage des objets dans une vente de garage après un divorce. Mais en rentrant chez moi dans ma Honda Civic, quelque chose me tracassait. La manière dont elle avait tout calculé avec tant de précision, son apparence nouvelle, le discours répété sur le fait de se retrouver. Ce n'était pas une décision soudaine. Elle préparait cette sortie depuis un bon moment, probablement depuis des mois. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement, qui paraissait étrangement silencieux, même si la plupart de ses affaires étaient parties depuis des semaines. Elle avait pris ses livres, ses coussins décoratifs, ses ustensiles de cuisine, ses cadres photos. Ce qui restait ressemblait à une chambre d'hôtel, fonctionnelle mais impersonnelle. Je tenais cette bague à 12 000 $ en me demandant ce que j'étais censé faire maintenant. Le bail de l'appartement était à nos 2 noms jusqu'en août. Je pouvais assumer le loyer seul si je réduisais toutes les autres dépenses, mais tout juste. Le mobilier était en grande partie à moi, mais toutes les petites touches qui donnaient une âme à l'endroit étaient les siennes. Mon pote Ryan est passé vers 20 h avec des pizzas et des boissons énergétiques. Ryan et moi nous connaissons depuis la seconde au lycée. Il travaille dans l'électricité depuis la fin de ses études, surtout dans le résidentiel, mais aussi sur quelques projets commerciaux. C'est un gars intelligent, très bon en résolution de problèmes, il n'a juste jamais vu l'intérêt de s'endetter pour faire des études quand il pouvait apprendre un métier et commencer à gagner sa vie tout de suite. Depuis des années, nous parlions de monter notre propre entreprise de travaux. Lui pour la partie électricité, moi pour la gestion, le suivi général et la relation client. C'était toujours, un jour, quand on aurait assez d'argent, quand ce serait le bon moment. Un de ses rêves perpétuellement projetés dans le futur. Il vit la bague sur le comptoir de ma cuisine et siffla doucement, « Bordel mec. Tu vas essayer de la revendre ?» J'ai déjà appelé le bijoutier.
Les pièces sur mesure n'ont pas de vraie valeur de revente. Avec un peu de chance, je pourrais en tirer 6 ou 7 000, mais ce serait dans un pawn shop. Ryan resta silencieux un moment, fixant la bague, clairement en train de réfléchir. Puis il prit cette expression que je ne lui connaissais pas, un mélange de concentration intense et d'excitation. « Chris, tu sais quoi? Peut-être que c'est l'univers qui te dit quelque chose. Comme quoi? Que je suis nul pour juger les gens et que je devrais rester célibataire à vie? Non, mec, écoute. » Il se pencha soudain, animé. « On parle de R&C Contracting depuis 3 ans. Tu viens de récupérer 14 500 $ du fonds de mariage, plus ce que tu peux avoir avec la bague, plus tes économies pour la maison, et t'as un vrai capital de départ. » J'ai failli rire. C'est littéralement chaque dollar que je possède au monde. Et si on échoue? Si on brûle tout l'argent en 6 mois et qu'on finit ruiné et au chômage? Et si on n'échoue pas? Et si on construit quelque chose d'incroyable? Et soudain, ça m'a frappé comme la foudre. J'ai 30 ans, je suis célibataire pour la première fois depuis 5 ans, sans prêt immobilier, sans enfant, sans obligation majeure. Si je dois un jour prendre un risque énorme et parier sur moi-même, c'est probablement ma seule chance. Dans 5 ans, j'aurai 35 ans, probablement dans une nouvelle relation sérieuse, peut-être marié avec des enfants. La fenêtre pour ce genre de pari se referme un peu plus chaque année. De combien aurait-on besoin pour vraiment faire ça bien, demandai-je. Les yeux de Ryan s'illuminèrent, car il comprit que j'y pensais sérieusement. Un camion, des outils, l'assurance, les frais de licence, peut-être 6 mois de frais d'exploitation pendant qu'on développe la clientèle, probablement entre 35 et 40 000 $ pour lancer tout ça correctement. Le lendemain matin, j'appelle 4 bijoutiers différents et 3 prêteurs sur gage. La meilleure offre pour la bague est de 6 800 $, venant d'un prêteur spécialisé dans les bijoux. C'est douloureux d'encaisser une telle perte, mais l'argent reste de l'argent, et garder une bague hors de prix ne paiera pas les factures. Alors voici le récapitulatif, 14 500 $ issus de ma part du fonds de mariage, 6 800 $ pour la bague, 20 000 $ provenant de mon épargne pour la maison, soit un total de 41 300 $. Ce n'est pas un capital de départ gigantesque, mais suffisant pour se lancer si on reste stratégique. Ryan et moi passons le mois suivant à tout planifier méticuleusement. Nous enregistrons la société à responsabilité limitée pour 200 $. Nous obtenons notre licence d'entrepreneur auprès du Conseil d'État pour 350 $, plus les frais d'examen. Nous achetons un Ford F-150 d'occasion avec 95 000 miles pour 18 000 $. Nous achetons les outils de base chez Lowe's et Home Depot, perceuse, scie, niveau, multimètre, outils manuels, rien de luxueux mais du matériel de qualité qui ne cassera pas sur les chantiers. La stratégie est simple, commencer par de petits chantiers résidentiels, construire une solide réputation par le bouche-à-oreille et les recommandations, puis viser des contrats commerciaux plus importants une fois notre crédibilité établie. Je quitte mon appartement 2 pièces pour un studio à 950 $ par mois au lieu de 1850. Chaque dollar doit aller dans l'entreprise. Ryan démissionne de son poste chez Brennan Electric, où il travaillait depuis 8 ans, et nous lançons officiellement R&C Contracting en juillet. Je donne mon préavis de 2 semaines chez Henderson & Associates. Mon patron essaie de me dissuader, me propose une petite augmentation et une perspective de promotion, mais je suis déterminé. Je ne veux pas brûler les ponts, alors j'aide à former mon remplaçant et je pars en bons termes. Les 6 premiers mois sont absolument brutaux, bien plus que je ne l'imaginais. Nous travaillons 14 heures par jour, 7 jours sur 7, sur des petits projets qui couvrent à peine les frais. Des rénovations de salles de bain qui durent 3 jours et paient 1 200 $, des mises à niveau électriques qui nécessitent de ramper dans des greniers poussiéreux, des installations de terrasses en pleine canicule estivale. Je gère tout le service client, les permis, la planification, la facturation et la comptabilité. Ryan s'occupe de la partie électrique technique, et tous les deux, nous effectuons les travaux généraux comme la démolition, la peinture et le nettoyage. L'argent est extrêmement serré chaque semaine. Il y a des semaines où je ne suis même pas sûr que nous aurons assez pour acheter les matériaux du chantier suivant. Nous mangeons des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuètes, nous travaillons depuis mon studio, en utilisant mon camion personnel pour tout. J'ai transformé mon coin repas en bureau avec une table pliante et 2 chaises de chez Walmart. Notre premier chantier arrive par recommandation d'un ancien collègue de Ryan, un couple âgé a besoin d'une mise à jour électrique dans leur cuisine pour de nouveaux appareils. Travail simple qui rapporte 800 $ en 2 jours. Ils sont si contents de notre travail qu'ils nous recommandent à leur voisin qui a besoin d'électricité dans sa salle de bain pour une rénovation. Lentement,
incroyablement lentement, les choses commencent à se mettre en place. Nous terminons les chantiers à l'heure et en dessous du budget. Les clients sont sincèrement satisfaits de notre travail et de notre souci du détail. Le bouche-à-oreille commence à se répandre dans la banlieue. Au bout du 8e mois, notre planning est plein avec une liste d'attente. La clé, c'est de traiter chaque chantier comme s'il était le plus important que nous ayons jamais eu. Arriver exactement à l'heure prévue, nettoyer soigneusement, expliquer ce que nous faisons et pourquoi. Du professionnalisme de base que beaucoup d'entrepreneurs semblent négliger. À la fin de la première année, nous avons bâti une réputation suffisante pour embaucher 2 travailleurs à temps partiel, Tommy, un jeune homme de 22 ans qui connaît les bases de l'électricité et qui est fiable, et Marcus, un menuisier retraité qui veut rester actif à temps partiel. Rien d'extravagant, mais cela nous permet de prendre des projets plus grands et d'arrêter de nous épuiser physiquement. Je n'ai plus eu de nouvelles de Catherine depuis la rencontre au café. J'ai bloqué son numéro et ses réseaux sociaux, non pas par colère, mais parce que j'ai besoin de me concentrer sur l'avenir sans distraction. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle voyageait, qu'elle avait passé des mois en Europe avec un artiste rencontré en ligne, vivant sa vie authentique, se découvrant, tout ça. Honnêtement, tant mieux pour elle, sans aucune ironie. Si c'est ce dont elle avait besoin pour se sentir épanouie, j'espère qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Pendant ce temps, je travaille plus dur que jamais et j'adore ça. Il y a quelque chose d'addictif à construire une entreprise à partir de rien. Chaque nouveau client, chaque chantier terminé, chaque mois où nous restons rentables, c'est une victoire personnelle contre les probabilités. La 2e année apporte une croissance importante qui nous surprend tous les deux. Nous déménageons dans un vrai local de bureau, seulement 800 pieds carrés dans un petit centre commercial, mais il y a un espace d'accueil et de stockage pour les fournitures. Nous embauchons 4 employés à temps plein, dont Sarah en tant que responsable administrative. Nous ne devenons pas riches, mais l'entreprise est solidement rentable. Ryan et moi touchons chacun environ 48 000 $, ce qui est moins que mon ancien travail, mais avec un potentiel de croissance illimité. Le travail est à la fois stimulant et gratifiant, bien plus que mon ancien poste en entreprise. Nous construisons des relations avec des fournisseurs, nous développons une réputation de travail de qualité, nous créons quelque chose qui compte pour notre communauté. Je me réveille chaque matin avec enthousiasme pour ce que nous sommes en train de bâtir, au lieu de redouter une autre journée de réunions inutiles. Puis vient l'article de journal qui change tout. C'était un mercredi matin de mars, presque exactement 2 ans s'étaient écoulés depuis que Catherine avait rompu nos fiançailles. J'étais en train d'examiner des devis pour un nouveau projet commercial lorsque mon téléphone se mit à vibrer sans arrêt, submergé de messages et d'appels. Un texto de ma sœur Jennifer, « Mon Dieu Chris, tu es dans la rubrique économie. » Un message de ma mère, « Tellement fière de toi, j'ai vu l'article. » 3 clients différents m'envoyèrent aussi des félicitations, bravo pour l'article dans le journal. Ryan entra dans mon bureau en souriant comme un idiot, brandissant notre journal local plié à la section économie. Un quart de page nous était consacré, avec un article intitulé « Histoire de réussite locale, des petites entreprises qui ont un grand impact », accompagné d'une photo de Ryan et moi debout devant notre bureau, portant tous deux les polos R&C Contracting. L'article racontait comment R&C Contracting était passé de 2 types avec un camion et un rêve à une équipe de 10 employés en seulement 2 ans. Plusieurs clients y étaient interviewés et louaient notre fiabilité et la qualité de notre travail. Le journaliste mentionnait que nous avions lancé l'entreprise avec nos économies personnelles, après que j'avais redirigé mes ressources à la suite d'un mariage annulé et une manière diplomatique de dire que ma vie avait explosé et que j'avais reconstruit quelque chose à partir des décombres. C'était un article fantastique, qui nous faisait passer pour une incarnation vivante du rêve américain et c'était assez juste. Le journal local tirait peut-être à 15 000 exemplaires, donc ce n'était pas exactement viral, mais voir notre travail reconnu dans la presse imprimée faisait un bien fou. Le journaliste m'avait interviewé pendant 1 heure, me posant des questions sur notre stratégie de croissance, les défis que nous avions surmontés, les conseils pour d'autres entrepreneurs. Voir tout cela exposé noir sur blanc rendait le parcours tangible, d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Je montre l'article à Marcus, notre menuisier à temps partiel, quand mon téléphone vibre à nouveau, cette fois avec un message venant d'un numéro inconnu. J'ai vu l'article, tu es superbe. Mon estomac se dérobe aussitôt. Je reconnais ce style d'écriture, ce choix précis de mots. Je ne réponds pas. Quelques heures plus tard, je pense à nous ces derniers temps, à tout ce qui s'est passé. Toujours aucun mot de ma part. Je montre les messages à Ryan, qui secoue la tête. Bloque ce numéro, mec. Rien de bon ne vient du passé. Mais je suis curieux de savoir ce qu'elle veut,
alors je laisse le numéro actif. Puis ce matin, le message qui m'a poussé à écrire ce post. Je me réveille face à ce qui doit être un message en plusieurs parties, parce qu'il dépasse clairement les limites de caractère. Les points essentiels, elle a fait une terrible erreur, sa mère l'avait empoisonnée contre l'idée d'engagement, son petit ami artiste était un profiteur qui a vidé ses économies pour financer ses projets. Surprise choquante, non. Elle est de retour chez elle, travaille dans un magasin Target, vit chez ses parents à nouveau. Elle dit qu'elle a eu le temps de se découvrir et que ce qu'elle a découvert, c'est qu'elle veut être avec moi. Mais voici la phrase qui m'a littéralement fait éclater de rire, je vois l'homme que tu es devenu, Chris. Je veux faire partie de ce que tu construis. Pas un, tu me manques, ni un, j'ai compris que je t'aimais, ni même un, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Non, elle veut faire partie de ce que je construis. Elle voit une entreprise prospère et veut revenir, comme un vautour qui plane autour de ce qui semble lucratif. J'ai fait une capture d'écran des messages et les ai envoyés à Ryan avec la légende, tu ne vas pas croire ça. Sa réponse, oh, putain non. N'y pense même pas, je n'ai pas répondu à Catherine, et je n'ai pas l'intention de le faire. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Et j'avais parfaitement raison. Après une semaine de silence suivant mon absence de réponse, l'offensive véritable a commencé, avec une précision militaire. La première attaque ne vient pas directement d'elle, mais de Ryan. Un email adressé à notre boîte professionnelle, signé de la mère de Catherine, Jacqueline. Objet, la préoccupation d'une mère. Ryan me le transfère avec un simple « Mec, lis cette œuvre de manipulation ». L'email est absolument incroyable dans son audace. Il dépeint Catherine comme une victime au cœur brisé, submergée par la pression sociale qui lui imposait de sacrifier son individualité au profit du mariage. Il loue Ryan pour sa loyauté à mon égard durant les moments difficiles, puis suggère que Catherine m'aurait apporté un soutien émotionnel essentiel pendant les années où je développais ma vision entrepreneuriale, et que peut-être, sa contribution fondamentale devrait être reconnue et appréciée. Le tout est rédigé dans un ton bienveillant et raisonnable, qui dissimule à peine la menace sous-jacente. Le message est limpide, Catherine mérite une part de ce que nous avons construit parce qu'elle était présente lorsque je l'imaginais encore. Nous ignorons complètement ce message et n'y répondons pas. Ensuite, Catherine commence à apparaître partout. Pas de manière ouvertement inquiétante, mais bien trop de coïncidences pour que ce soit naturel. Ryan et moi allons déjeuner dans notre sandwicherie habituelle, Catherine est là, en train de commander un café. 20 minutes plus tard, nous sommes à Home Depot pour acheter des fournitures, elle est dans l'allée 3, soi-disant en train de faire des courses pour sa mère. Nous passons à la banque pour faire un dépôt, elle utilise le distributeur automatique dehors. À chaque fois, elle nous salue, sourit, comme si nous étions de vieux amis qui se croisent par hasard. Sympathique, mais jamais insistante. Juste, présente. La confrontation directe survient lors d'une rencontre mensuelle de la Chambre de commerce, à laquelle nous participons pour le réseautage. Ces événements sont généralement ennuyeux, mais très utiles pour rencontrer de futurs clients et créer des liens avec d'autres entrepreneurs locaux. Je suis en pleine discussion avec le propriétaire d'une société de gestion immobilière, au sujet d'éventuels contrats d'entretien, quand quelqu'un me touche l'épaule. Catherine, l'air nerveuse mais déterminée, porte une tenue de travail sobre et professionnelle, totalement différente du style bohème qu'elle avait adopté après notre rupture. Chris, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes? Ryan apparaît à mes côtés comme une garde du corps, prêt à intervenir. Le propriétaire de la société s'éclipse avec politesse, probablement en sentant le drame imminent. 5 minutes, dis-je, et nous sortons dans le parking. Dès que nous sommes seuls, les larmes commencent à couler. Tout ce que je t'ai envoyé est vrai, Chris. J'ai été idiote. J'ai jeté la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que j'avais peur et que j'étais perdu. J'attends en silence, mon expression reste totalement neutre. Je veux qu'on essaie à nouveau, continue-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Regarde tout ce que tu as accompli. RSC est incroyable. J'ai toujours su que tu avais ce potentiel, cette énergie. Je veux redevenir ta partenaire dans tout ça. Voilà, la vérité éclate enfin. Elle ne regrette pas ma personne, elle regrette ma trajectoire. Elle voit le succès et veut remonter à bord du train qui a déjà quitté la gare. Catherine, dis-je d'un ton plat, tu as renoncé à tout droit de faire partie de ma vie quand tu as décidé que tu devais te retrouver. Tu voulais ton indépendance. J'ai respecté cette décision. Maintenant, respecte la mienne. Son comportement change instantanément.
Les larmes cessent comme si on avait actionné un interrupteur. L'acte de vulnérabilité disparaît, remplacé par quelque chose de plus dur. J'ai aidé à rendre tout cela possible, Chris. C'était notre argent pour le mariage, de l'argent que nous avions économisé ensemble pour notre avenir. Je ris franchement. Non. C'était de l'argent sur un compte commun que nous avons divisé légalement selon nos contributions respectives. J'ai utilisé ma moitié pour construire quelque chose. Tu as utilisé la tienne pour faire du sac à dos en Europe avec ton petit ami artiste. Ton choix, mon choix. Elle commence à s'énerver maintenant, sa voix monte. Tu me punis pour une seule erreur. Pour avoir été honnête sur ce que je ressentais. Je ne te punis pas, lui dis-je calmement. Je protège Ryan et nos employés de quelqu'un qui ne veut revenir que maintenant qu'il y a quelque chose à gagner. C'est fini. Je retourne à l'intérieur, la laissant seule sur le parking. Ce soir-là, Ryan et moi sommes d'accord, ce n'est probablement pas terminé. Le sentiment de droit est trop enraciné, et Jacqueline est clairement en train de manœuvrer en coulisses. Lundi matin, le premier appel que je passe est à un avocat. L'avocat que je choisis, David Chen, est spécialisé dans la protection des petites entreprises et a d'excellentes critiques. Après avoir écouté mon histoire lors de notre première consultation, il est confiant quant à notre position juridique. Elle n'a absolument aucun droit sur ton entreprise ou tes actifs personnels, me dit-il depuis son bureau bien rangé. Tu as utilisé des fonds obtenus légalement à partir d'un compte commun divisé correctement. La rupture est documentée, la division a été mutuelle, et tu as construit l'entreprise après. Mais il ajoute aussitôt, ce qui m'inquiète, c'est que les personnes qui se sentent légitimes n'utilisent pas toujours des moyens légaux. Et il avait raison de s'inquiéter. La prochaine attaque cible directement notre entreprise, et elle est d'une sophistication absolument vicieuse. Notre réceptionniste Sarah reçoit un appel un jeudi matin d'une certaine Patricia Williams, prétendant être une cadre supérieure chez Regional Development Associates, une grande entreprise locale de développement. Elle dit qu'elle cherche un entrepreneur général pour plusieurs projets à venir, pouvant valoir des centaines de milliers de dollars, et qu'elle a entendu beaucoup de bien sur RSC dans l'article de presse. Sarah la transfère à Ryan, qui gère la plupart des appels de nouveaux clients. La femme semble professionnelle, compétente, pose des questions pertinentes sur notre capacité, notre expérience en projets commerciaux, notre disponibilité pour de gros contrats. Puis elle évoque la nécessité de faire une vérification de base, et demande à Ryan s'il peut lui fournir les coordonnées de quelques clients actuels qui pourraient témoigner pour nous. Ryan, pensant qu'il s'apprête à décrocher nos plus gros contrats, lui donne les noms et numéros de deux de nos principaux clients, une société de gestion immobilière et une chaîne locale de restaurants. Nous ne réalisons que nous avons été piégés qu'une semaine plus tard, lorsque Tom Richardson, de Richardson Property Management, m'appelle, visiblement inquiet. Chris, j'ai reçu un email anonyme très dérangeant à propos de toi et de ta société hier. Je pense que tu devrais voir ça immédiatement. Il me le transfère sur l'adresse professionnelle. En lisant cet email, mon sang se transforme en glace. Il affirme que j'ai détourné de manière malhonnête des actifs conjugaux provenant de ma fiancée émotionnellement vulnérable pour lancer l'entreprise. Il me dépeint comme un sociopathe manipulateur, ayant profité de l'état émotionnel de Catherine lors de la rupture pour voler de l'argent qui appartenait à nous deux. Il prétend que je l'ai poussée à accepter une division inéquitable des biens alors qu'elle était trop bouleversée pour réfléchir clairement. L'email contient juste assez de détails vrais à la date de la rupture, le montant du fonds de mariage, la date de création de l'entreprise pour rendre les mensonges crédibles aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas toute l'histoire. Ils ont envoyé ce poison à nos deux plus gros clients dans le but de détruire notre réputation et nos relations d'affaires. Ce n'est plus juste une attaque contre moi, c'est une tentative de détruire notre entreprise, de retirer de l'argent de la poche de Ryan, d'éliminer potentiellement des emplois pour nos employés, et de ruiner les relations que nous avons mis 2 ans à construire. J'appelle immédiatement David et lui lis l'email. Ils viennent de nous offrir la victoire, dit-il après avoir tout écouté. C'est un cas d'école de diffamation et d'ingérence délictuelle dans les relations commerciales. On va les anéantir juridiquement. En moins de 48 heures, David envoie des lettres de mise en demeure à la fois à Catherine et à Jacqueline. Par courrier recommandé, les lettres détaillent le schéma de harcèlement, l'appel téléphonique frauduleux visant à obtenir des informations sur nos clients, et les courriels diffamatoires destinés à nuire à notre entreprise. Elle précise clairement que tout nouveau contact ou toute nouvelle ingérence déclenchera immédiatement une action en justice. J'appelle aussi personnellement nos 2 clients, leur explique que je suis la cible d'une campagne de harcèlement lancée par une ex-partenaire instable, et je leur fournis toute la documentation sur la rupture, les dates et la division du compte.
Heureusement, nos relations sont assez solides pour qu'il voie clair dans cette tentative de sabotage, mais le mal est fait, la confiance a été compromise, et je dois gaspiller un temps précieux à gérer une crise au lieu de faire tourner mon entreprise. Les lettres de mise en demeure ne les arrêtent pas, elles les rendent simplement plus prudentes et stratégiques. 3 semaines plus tard, je reçois une assignation, Catherine me poursuit en justice pour le remboursement de sa part du fonds de mariage, 14 500 $ plus les intérêts, et des dommages pour détresse émotionnelle et enrichissement injustifié. La plainte affirme que je l'ai manipulée et contrainte à une division inéquitable des biens durant une période de vulnérabilité émotionnelle après notre rupture, et que j'ai profité de son état pour détourner de l'argent qui aurait dû être partagé autrement. David est presque hilar en lisant la plainte, ils viennent de signer leur propre arrêt de mort, dit-il en affichant un large sourire. On va faire rejeter ça avec préjudice, et les forcer à payer tous nos frais. La procédure juridique est lente et coûteuse, mais nous avons un avantage massif, la vérité, la documentation et une représentation compétente. La stratégie de David est d'une élégante simplicité, documenter tout, rester professionnel, et les laisser s'effondrer sous leurs propres mensonges et contradictions. Nous réunissons les relevés bancaires montrant l'historique des dépôts sur le compte commun, et le transfert de 14 500 $ vers le compte personnel de Catherine. Les relevés téléphoniques prouvent l'appel frauduleux. Les captures d'écran des messages récents de Catherine qui tentent de reprendre contact. Les emails de Jacqueline. Le tournant a lieu lors de la déposition de Catherine, 6 mois plus tard. David, armé de relevés bancaires, de journaux d'appel et d'historiques de messages, démonte systématiquement sa version. Mademoiselle Miller, vous avez accepté volontairement un virement de 14 500 $ sur votre compte personnel le 18 mars, n'est-ce pas? Oui, mais j'étais émotionnellement vulnérable et vous avez utilisé cet argent pour voyager en Europe pendant 3 mois, à partir d'environ 10 jours après l'avoir reçu? Elle est obligée d'admettre, le visage vidé de couleur, pendant que David déroule une chronologie détaillée montrant qu'elle avait réservé ses billets pour Paris, ses auberges de jeunesse, et posté des photos sur Instagram avant même notre rencontre au café. Ces réservations pour Paris datent du 15 mars, soit 3 jours avant votre rencontre avec Monsieur Thompson pour diviser les comptes, c'est bien cela. L'avocat de Catherine s'oppose, mais le mal est fait. La chronologie prouve qu'elle avait planifié le voyage européen avant même la division de l'argent. Puis viennent les relevés téléphoniques prouvant que Jacqueline a appelé notre bureau depuis sa ligne personnelle, en se faisant passer pour une potentielle cliente. Lorsqu'on lui présente l'enregistrement de l'appel, nous enregistrons toutes les demandes commerciales à des fins de formation et toute la version de Catherine s'effondre comme un château de cartes. Son avocat comprend que l'affaire est morte. Une semaine plus tard, ils demandent le retrait de leur propre plainte plutôt que de faire face à une défaite certaine et à des frais juridiques qui montent en flèche. Mais nous ne les laissons pas s'en sortir si facilement. David dépose immédiatement une demande de sanction, exigeant qu'ils prennent en charge l'intégralité de nos frais juridiques en raison de la nature frivole et malveillante de leur action. Le juge, après avoir examiné les preuves de fraude et de diffamation, est entièrement d'accord. Catherine et Jacqueline se retrouvent soudainement redevables de plus de 19 000 $ en frais d'avocat. Le montant exact que Catherine avait tenté de me voler devient maintenant une dette qu'elle doit à mon avocat, avec intérêt. Mais la vraie satisfaction vient de voir les conséquences dans la communauté des petites entreprises. La rumeur se répand rapidement sur ce qui s'est passé, la tentative de fraude, les faux appels clients, les emails diffamatoires visant notre entreprise. Catherine et Jacqueline deviennent des parias dans les cercles locaux. Plusieurs personnes, qui avaient auparavant de la sympathie pour l'histoire de Catherine sur sa quête personnelle, changent complètement d'avis en découvrant le sabotage organisé contre notre société. J'apprends, par des contacts communs, que le stress financier détruit la relation de Catherine avec sa famille. Jacqueline accuse Catherine d'être faible, émotive, et de les avoir entraînés dans une bataille judiciaire perdue d'avance. Catherine accuse Jacqueline d'avoir insisté pour intenter le procès alors qu'elle voulait simplement arranger les choses à l'amiable. Elles doivent contracter une seconde hypothèque sur la maison de Jacqueline pour payer le jugement. Catherine retourne vivre chez ses parents pour contribuer au paiement, mais la maison devient un champ de bataille rempli de reproches et d'amertume. 2 femmes qui complotaient ensemble deviennent ennemies pour avoir créé ce désastre financier. Le travail de Catherine chez Target lui permet à peine de couvrir sa part de la dette. Elle est coincée dans des plans de remboursement qui dureront des années, vivant avec des parents qui lui en veulent de sa présence, et avec un score de crédit détruit par le jugement judiciaire. Pendant ce temps, R&C Contracting décroche notre plus gros contrat à ce jour, un projet de rénovation commerciale de 180 000 $ pour un nouveau centre médical. Nous sommes désormais 15 employés, et Ryan et moi gagnons tous deux bien plus que ce que nous aurions pu rêver quand nous avons commencé avec 41 300 $. Le mois dernier,
j'ai acheté une maison. Rien de luxueux, juste une maison solide avec 3 chambres et un garage pour 2 voitures où je peux entreposer mes outils et mon matériel. Mais elle est à moi, achetée avec de l'argent gagné en construisant quelque chose de réel, de mes propres mains et avec mon cerveau. Je fréquente aussi quelqu'un de nouveau. Sarah est infirmière à l'hôpital régional. Nous nous sommes rencontrés lorsqu'RSC a réalisé des travaux électriques pour l'agrandissement de leurs installations. Quand je lui ai raconté toute cette histoire folle, elle a simplement secoué la tête et dit « On dirait que tu as évité une sacrée balle. » Certaines personnes ne te veulent que lorsque tu possèdes quelque chose qu'elles convoitent. Pas de drame, pas de jeu, aucun intérêt pour mon entreprise ou mes finances au-delà des discussions normales qu'on peut avoir en couple. Juste une personne simple menant une vie normale, qui veut être avec moi pour ce que je suis, pas pour ce que je peux offrir. Catherine a envoyé une demande d'amis sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Je ne l'ai ni acceptée ni refusée. Je la laisse simplement là, en suspens, pour qu'elle se pose des questions.